C'était un lundi soir du mois de janvier, il pleuvait des cordes dehors et j'étais assise dans mon bureau, dans une agence de publicité dans laquelle j'avais travaillé pendant une dizaine d'années, quand le téléphone a sonné. Alors pour être très honnête, j'aurais aimé que ce soit le téléphone, un coup de fil de la Française des Jeux m'annonçant que j'avais gagné à l'euro-million. C'était pas ça. C'était néanmoins un cadeau, puisque c'était un coup de fil de deux amis qui me proposaient de les rejoindre dans une aventure entrepreneuriale. Alors j'avoue que sur le coup, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai même pas dit peut-être, mais j'ai hésité. Ça tombait à un moment où effectivement j'étais en quête de valeur, en quête de sens, et quelque part il fallait que je change de façon dramatique ce que j'étais en train de faire et la façon dont j'étais en train de vivre. Et je n'avais pas franchement la réponse. Donc il y avait là une piste qui pourtant n'était pas tout à fait compatible avec ce qu'on m'avait inculqué toute ma vie. On m'avait expliqué qu'être adulte, on m'avait expliqué que être responsable, c'était avoir une vie de famille, ou en tout cas un entourage qui vous aime et que vous aimez. On m'avait expliqué qu'il fallait avoir une maison, un toit sur sa tête. D'ailleurs, en général, effectivement, on s'endette beaucoup pour avoir cette maison ou ce toit sur sa tête, mais c'est normal. On met une voiture dans le garage. Personnellement, dans ma famille, c'était plutôt les marques allemandes. Et puis, on avait un travail auquel on s'accrochait, pour lequel on ne prenait pas de risques, et on était dans la stabilité. Parce qu'il fallait être dans ce confort, et il fallait contrôler, et il fallait maîtriser. Et c'était ça, la vie d'adulte. Alors, j'avais déjà essayé d'un peu de challenger ces principes-là à ma façon. J'avoue que j'ai fait un bac littéraire dans une famille de scientifiques. Ça fait tâche. Je me suis mariée en catimini. Ça fait tâche. Et alors, je crois que le pire, c'est que je roule en scénic et que je vis dans le 9-3. Donc, ça, mes parents ont encore du mal à comprendre. Mais néanmoins, je n'avais pas encore franchi le cap de l'entrepreneuriat et de cette prise de risque phénoménale que ça allait représenter. Et puis finalement, j'en ai parlé avec mon mari qui était quand même directement concerné. Je suis rentrée à la maison, je lui ai exposé le sujet. Il connaissait très bien les deux personnes qui m'avaient fait cette proposition. Il était lui-même en transition professionnelle. Vraiment, en théorie, il aurait dû me dire « t'es folle, faut pas faire ça ». Et il m'a dit « si tu le fais pas, tu vas t'en vouloir toute ta vie, et pire que tout, tu vas m'en vouloir toute ta vie ». Et je pense qu'il savait déjà que j'étais suffisamment difficile à vivre, et il n'avait pas envie que ça s'aggrave avec le temps. Donc en gros, il m'a encouragée. Il m'a encouragée, et j'ai plongé dans le bain de l'entrepreneuriat, ne sachant pas vraiment encore ce qu'on allait faire, très sincèrement. Ça m'appelait, mais c'était pas encore très clair. J'ai plongé et je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, ma vie, quand je vais au travail, ça ressemble à ça. Je fais partie de ceux qui aiment le lundi. Il y a souvent des gens qui ont la migraine du dimanche soir. Moi, je suis contente d'aller au boulot le lundi, et il n'y a pas que moi, toute l'équipe est comme ça. Et encore, ça, c'est ce que je peux montrer de notre vie d'équipe. Ça, c'est quand on est en pleine énergie haute. Il y a aussi des choses que j'aurais pas pu vous montrer. Je suis un peu comme Sébastien tout à l'heure, il y a des films qui ne peuvent pas passer devant cette audience. Voilà, et ce qui nous unit, ce qui nous anime dans cette équipe, on a des rêves, on a des idéaux, on a des valeurs, on a aussi une vraie excellence, une expertise. Je ne dirais pas qu'on a de l'exigence, parce que justement, c'est cette exigence, moi, qui m'a contrainte à beaucoup de choses, trop de choses, mais on a de l'excellence, et on se fait confiance, c'est une de nos valeurs, un de nos moteurs, et on a du plaisir. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. En revanche, confiance et plaisir, c'est des valeurs ou des moteurs qui auraient été difficilement compatibles avec ma vie précédemment. Et la confiance, pour ma part, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si c'est dans un bouquin, ça l'est peut-être, c'est juste le fruit de mes observations. La confiance, je la vois en trois piliers. Je dirais même 3 points d'appui. Parce que je fais de la course, je fais du trail, et j'ai appris le week-end dernier que quand on court, il faut avoir des points d'appui. Et ben c'est vraiment ça. Il y a 3 points d'appui dans la confiance. Il y en a un que vous connaissez bien, c'est la confiance individuelle. C'est important et c'est quand même très difficile à conquérir. C'est un chemin qu'on fait tout le temps et je vais vous raconter mon chemin. Le deuxième point d'appui, c'est la confiance que j'ai en toi, en vous, et que vous me faites aussi mutuellement. Cette confiance mutuelle, celle-là aussi, elle se mérite et elle ne s'invente pas. Ce n'est pas la confiance de K dans le livre de la jungle, ce n'est pas une confiance hypnotique. Fais-moi confiance. Ça mérite, ça nécessite bien d'autres principes pour qu'elle existe. Et puis la troisième confiance, c'est une confiance collective. C'est une confiance que, sincèrement, je sens dans cette salle, là, maintenant, tout de suite. Je ne sais pas si vous aussi.
C'est une confiance que je sens aussi avec tous les speakers avec qui on vit depuis hier. On est collectivement confiants. Et mon bon sang, qu'est-ce que c'est agréable. Quand on articule ces 3 points d'appui, quand on les fait vivre ensemble dans un bel équilibre, ça crée un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, j'en étais très très loin en 98. Alors 98, pour certains, c'est l'année de la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Pour moi, j'ai vécu une année un peu plus particulière. En 98, j'étais au sommet, au summum de ce qu'on appelle l'anorexie. Alors, l'anorexie, quand on donne ce mot, on se dit tout de suite, vous voyez, je pense que vous visualisez peut-être une femme très très maigre, les os saillants, le visage creusé. C'était tout à fait ça, l'image que je donnais de moi. Enfin, j'étais même un peu pire que ça, c'est-à-dire que j'étais provocante. Provocante parce que j'étais persuadée que ce que j'étais en train de vivre, c'était normal et que c'était comme ça qu'il fallait être. Je pense qu'à l'époque, enfin je pense pas, j'en suis certaine, je n'avais pas du tout intégré cette phrase d'Alexandre Jolien que j'ai découvert récemment et qui dit « La liberté intérieure, c'est quand le regard d'autrui ne vous détermine pas ». J'étais bien loin de ça. J'étais provocante, j'étais fière de cet état et j'étais dans le déni total. La confiance, je n'en avais aucune, ni en moi, ni en les autres, et j'étais même dans le contrôle de tout. Du plaisir, je n'en avais aucun, j'étais dans la frustration. L'anorexie, il ne faut pas se leurrer, c'est une maladie psychiatrique. Alors, je crois qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle, je crois qu'ils vont apprendre aujourd'hui que j'ai été quand même dans un hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle un asile. Ce n'est pas toujours valorisant pour moi, mais je suis très fière de le dire. Pour arriver à cet état-là, et je vais vous donner un chiffre qui peut faire peur, au plus bas de la maladie, j'ai pesé 34 kilos. C'est le poids d'un enfant de 12 ans. Mais ça ne me choquait pas, hein. Quand je me voyais dans la glace, je me trouvais parfaitement normale. Je trouvais même que je me trouvais beaucoup plus désirable que toutes les femmes qui m'entouraient. Je ne comprenais pas que j'attire pas autant que les regards que ça. Et quand je les attirais, ce n'était certainement pas pour les bonnes raisons. À l'époque, je me nourrissais très peu, évidemment. Et avec mon côté bourgeoise de droite, j'avais pris à la lettre le mot d'ordre de la campagne de Jacques Chirac en 1995, manger des pommes. Alors je l'avais tellement pris à la lettre que j'ai commencé par manger des pommes et j'ai fini par ne plus manger qu'une pomme par jour. Et c'était 7 pommes par jour qui me séparaient de la mort. Donc j'ai été jusqu'à l'hospitalisation, j'ai été jusqu'à Sainte-Anne. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le psychiatre m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez, Audrey ? Rassembler votre famille autour de votre cercueil ?» Et j'ai eu un déclic, parce que très sincèrement, pour ma part, en tant qu'anorexique, et peut-être pour beaucoup d'autres jeunes femmes, j'avais pas envie de mourir. On a entendu des histoires de personnes qui ont été confrontées à la mort, on va en entendre d'autres. Moi, j'avais pas envie de mourir. J'étais en train de jouer avec le feu, mais j'étais plutôt débordante de vie, affamée de reconnaissance et passionnée. Et il fallait que je me reconnecte avec moi-même. Donc cette pomme, c'est tout ce qui me séparait de la vie, de la mort. Je suis arrivée à l'hôpital. C'est assez drôle parce qu'à Sainte-Anne, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et finalement, là, je me suis dit que j'étais peut-être un peu moins folle que les autres, c'est que moi, j'avais des fenêtres qui ne s'ouvraient pas, mais dans d'autres services, ils avaient des fenêtres qui ne s'ouvraient pas, et en plus, ils avaient des barreaux. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même une hiérarchie dans la folie, et que je n'étais pas encore au niveau le plus élevé. Il y avait encore du chemin. J'ai passé 4 mois à l'hôpital. 4 mois pour rétablir mon corps, parce que c'était ça l'urgence. Je n'ai pas encore soigné ma tête, j'ai rétabli mon corps à cette époque. J'ai rétabli mon corps et tous les jours je devais manger, j'avais des contrats, voilà, et j'ai pris 20 kilos en 4 mois, sans être enceinte. Et c'était ça mon contrat. Dans l'hospitalisation, on m'a isolée. Moi dont le moteur, la came, si je puis dire, c'est d'être en relation avec les autres, et ce qui m'avait amené à cet état-là, c'était certainement une hyper-empathie, on m'a isolée, on m'a mis seule dans une chambre, et j'étais déconnectée du reste du monde. J'ai eu 3 compagnons d'isolement. Le premier, c'était un carnet de notes. Vous savez, c'est ce carnet qu'on a tous. Et ce carnet de notes, il avait pour but de enfin poser mes pensées par écrit, parce que, au fond, dans la frustration que je m'imposais, dans le contrôle que j'imposais,
je me servais de tout ça comme interrupteur à penser. Je m'interdisais de réfléchir, je m'interdisais de penser, et mon corps servait aussi de vecteur de ma frustration et d'expression de mon mal-être. Et donc j'avais mon carnet qui ne me quittait pas. Le deuxième compagnon d'isolement que j'ai eu, c'était une radio pour rester un peu connecté au monde extérieur. Et puis alors, dans l'ironie quand même, j'y ai repensé l'autre fois, l'émission que j'écoutais le plus, c'était celle des Jean-Luc Petit-Renaud sur la bouffe. J'étais bien dit que j'étais pas encore soignée, mais bon, voilà, c'était l'émission que j'écoutais le plus. Ça me permettait de me reconnecter quand même un peu aussi à autre chose que ma maladie, puisque j'étais tellement centrée et obsédée par la nourriture qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Et donc cette radio était là. Et puis le dernier compagnon d'isolement que je n'ai jamais retouché depuis que je suis ressortie de l'hôpital, parce que franchement, ça m'a pas éclaté, mais ça me servait à pas réfléchir, c'était du point de croix. Et j'ai fait des points de croix, comme j'en avais jamais fait de ma vie, comme j'en ai jamais refait. J'ai essayé après, mais ça a été un fiasco. C'est ce qui permettait de centrer mon attention, de capter mon attention et pas d'être dans l'hyperactivité, de ne pas être dans le mouvement. Je suis très fière de ce que j'ai vécu pendant ces 4 mois. Je suis très très fière parce que ça m'a permis de me reconnecter à moi. Je suis très très fière parce que je suis allée au bout d'un processus d'hospitalisation dont malheureusement peu de femmes suivent jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui sortent avant la fin du processus parce que c'est entre guillemets plus facile de rester dans sa maladie que d'essayer d'en sortir. Donc je suis très fière d'être allée au bout de ce processus et je suis très fière d'être ici pour en parler parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui connaissent autour d'eux ou qui sont eux-mêmes concernées par l'anorexie. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est quand même une maladie mortelle. Donc il ne faut pas l'oublier, il faut accompagner ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, parce qu'il y en a, il faut les accompagner et il faut les écouter. Derrière ce mal-être, il y a de la vie. Alors quand même plus joyeusement, un peu plus tard, je suis sortie de l'hôpital et mon mari, dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai rencontré 4 mois après. Il vient d'une famille de garçons, et puis de cette famille de garçons... chez eux, la nourriture, c'est normal. Je lui ai raconté d'où je venais, il n'a pas eu peur, il est resté, et tant mieux. Et grâce à lui, j'ai fondé une famille. J'ai fondé une famille, j'ai été enceinte, et je suis passée de l'état de petite fille enfermée dans un corps de femme à un état de femme donnant naissance à une petite fille. Moi qui avais lutté ardemment pour le vide, je voulais ressentir le vide en moi. Là, il y avait un être qui grandissait, c'était magique. Je ne me suis jamais sentie aussi plantureuse et sexy qu'à cette époque. Je trouvais ça génial. Et j'ai donné naissance à une fille et puis à une deuxième petite fille. Dans le chemin vers la confiance aussi, mes petites filles, et je pense que pour tous les parents qui sont là, c'est aussi une vraie démonstration de la confiance qu'ils nous accordent et que nous leur accordons. Tous les jours, j'apprends à considérer mes enfants comme non pas encore des adultes, parce qu'elles ne le sont pas, mais comme des personnes qui savent aussi faire des choses sans moi et à leur faire confiance. Bon sang que c'est dur. Mais j'essaie d'exprimer cette confiance mutuelle, de leur faire confiance comme elles me font confiance. J'étais un peu rétablie, j'avais renforcé ma confiance personnelle. L'entrepreneuriat ne faisait qu'être l'expression professionnelle de cette confiance en moi que j'avais. Attention, la confiance individuelle, si elle est trop forte, ça donne des égos surdimensionnés. J'avais pas envie de ça. J'avais envie d'être confrontée à la réalité. Alors j'ai choisi de plonger dans l'entrepreneuriat avec mes 2 associés, parce qu'avec eux, on est 3. Il faut 3 points pour faire un équilibre en géométrie. Moi, je crois qu'il faut 3 points pour faire un équilibre en plein de choses. Et notre complémentarité à tous les 3, aujourd'hui, elle fonctionne comme un cercle vertueux. On se chamaille comme des enfants parce qu'on se connaît bien, mais aussi on a une confiance mutuelle immense, beaucoup de respect, et on croit en nos compétences mutuelles, on croit en nos capacités, et on croit en notre complémentarité. Il y avait moi, maintenant il y a eux. Et puis il y a tout ce monde-là qui nous entoure, toute cette équipe, encore une image un peu folle. Je vous assure que par ailleurs, on est très sérieux et très professionnel. Mais voilà, on a du plaisir à être ensemble, on a du plaisir à s'exprimer, on a du plaisir à partager, on a du plaisir et de la confiance mutuelle. Ce en quoi nous croyons dans cette entreprise que nous avons créée, c'est qu'on peut manager par la confiance. Si la plupart de nos organisations sont malades, c'est parce que la confiance n'y règne pas, ou pas suffisamment, ou pas au bon endroit. Elle n'y règne pas suffisamment et pas au bon endroit, parce que la confiance individuelle parfois est surdimensionnée. Trop de confiance tue la confiance, j'ai un ego surdimensionné, je vais écraser les autres pour y arriver. Il faut savoir conjuguer tout ça. Et cette confiance individuelle, elle se conjugue avec celle qui est mutuelle. Ça se mérite, la confiance mutuelle. Et ça ne se juge pas que sur des résultats sonnants et trébuchants. C'est de la relation,
c'est de l'empathie, c'est de l'écoute. Je gagne ma confiance et je gagnerai la tienne. Ça ne se décrète pas et ça prend du temps. Et la confiance collective, c'est aussi bien croire qu'une organisation, votre entreprise, va y arriver, que tous ensemble nous allons y arriver. On a trop tendance à la gommer. Il y a la force du collectif. Nous, on dit souvent, c'est un proverbe que je qualifie de africano-québécois, parce que je l'ai entendu d'un Québécois, mais il paraît que c'est africain. On dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui, seul on va plus vite, c'est vrai. Si je suis compétent et confiant, je peux aller très vite tout seul, mais probablement pas dans la bonne direction. Si ensemble on veut aller plus loin, il faut construire les relations de confiance, il faut aussi prendre le temps, accepter d'avoir le sentiment d'en perdre parfois pour avancer. Nous sommes dans un environnement incertain, et je pense que mes speakers précédents, mes amis l'ont dit bien mieux que moi, l'incertitude est parmi nous. Joël de René a écrit un livre qui s'appelle « Surfer la vie ». On surfe sur l'incertitude, on ne peut pas lutter contre. Mais pour surfer sur l'incertitude, la meilleure façon d'après moi, et l'une des meilleures façons d'après moi d'y arriver, c'est de travailler sur cet équilibre, ces 3 piliers de la confiance, être sur cet équilibre, les coordonner, les conjuguer, pour en faire un cercle vertueux. En faisant un cercle vertueux, c'est comme ça que vous pourrez avoir confiance en l'avenir. Je ne suis pas devin, vous n'êtes pas devin. Il paraît que les meilleurs économistes peuvent prédire environ à peu près à 15 jours. Donc on est de toute façon dans l'incertitude, qu'on le veuille ou non. On ne peut rien contrôler, il faut laisser faire. Pour laisser faire, il faut s'aligner sur sa confiance individuelle, essayer de créer une confiance mutuelle et ensemble avancer pour une confiance collective. Comme ça, dans l'incertitude, on pourra construire des entreprises, on pourra construire des organisations, on pourra construire une société plus durable et meilleure. Je vous remercie.